Nous sommes en 2005. Cela fait maintenant 16 ans que Doctor Who a disparu de nos télévisions. Et cette série n'est désormais plus qu'un souvenir de la télévision anglaise. Cependant, un homme souhaite la faire renaître. Cet homme, c'est Russell T Davies. Il décidera de relancer la série en 2005, mais pas pour la rebooter, mais bien d'en faire une suite à la série classique. Davies décidera alors de nommer Christopher Eccleston, un acteur ayant déjà fait ses preuves auprès de lui, en tant que docteur. Eccleston endossera alors le rôle du docteur à l'âge de 41 ans et le tiendra pendant toute une année. Chronologiquement, entre la fin du téléfilm et le début de la nouvelle série, il s'est passé beaucoup de temps. Suffisamment pour créer la Grande Guerre du Temps, dont nous parlerons énormément dans la nouvelle série. C'est une guerre immense à l'échelle de l'univers, impliquant notamment les Seigneurs du Temps et les Daleks, ayant fait énormément de victimes des deux côtés et également aux planètes n'ayant rien demandé. Et pour y mettre fin, le Docteur n'a pas eu le choix, il a dû se résoudre à exterminer toute la race Dalek, ainsi que toute la race des Seigneurs du Temps, son propre peuple, faisant du Docteur le dernier Seigneur du Temps vivant dans l'univers, contrairement à la série classique où les Seigneurs du Temps résidaient sur Gallifrey. Ce drame marque énormément le personnage du 9e Docteur. En effet, on le voit quasiment tout le temps arborer un large sourire un peu simplet, un sourire que je qualifierais même de forcé, mais qui est en réalité une façade pour cacher le trouble qui se passe en lui. Un peu à la manière de Spider-Man, il sourit pour surmonter les adversités qu'il va rencontrer, mais il ne peut pas se mentir à lui-même, et il sait qu'il souffre de ce traumatisme, et on peut le voir à plusieurs reprises ses nerfs se lâcher, notamment lorsqu'il se retrouve face à un Dalek, ou qu'il décide d'envoyer ses ennemis à une mort certaine, ce que l'ancien Docteur n'aurait jamais fait. Il peut se montrer très froid et sévère, notamment avec Mickey, le copain de Rose, et accordera très difficilement son pardon, comme avec la bourde d'Adam Mitchell, qui le conduira à l'expulser du TARDIS. On sent que quelque chose s'est brisé chez le Docteur, un mal qui ne se fermera jamais, et que même si elle n'est pas montrée à l'écran, cette guerre du temps restera un événement majeur dans la mythologie de Doctor Who. Physiquement, le Docteur a une tête de Monsieur Tout-le-Monde un peu sympa, assez utile pour se fondre dans la masse. En effet, dans le passé, le Docteur avait pour habitude d'aborder un style assez extravagant. Là, c'est assez sobre, une simple veste en cuir au-dessus d'un t-shirt. On aurait du mal à penser que ce mec sympathique serait en réalité un voyageur venu de l'espace. Du reste de sa personnalité, le Docteur reste celui qu'on connaît. Il a un goût prononcé pour l'aventure et est un bricolo de service qui aime bidouiller des trucs. Lorsqu'il arrive quelque part, il voit que c'est la merde, mais décide de rester pour aider à combattre la menace. Une simple guerre temporelle ne suffirait pas à changer notre héros. Notre 9e Docteur est toujours accompagné de son fidèle tournevis Sonic, qui n'était plus apparu à l'écran depuis le 5e Docteur. Il est cette fois-ci aussi équipé d'un papier psychique, qui permet de faire voir à quelqu'un tout ce qu'on veut voir écrit sur ce papier, comme un laissez-passer, une carte d'identité, ou passe sanitaire, idéal pour s'infiltrer partout, ce qui correspond tout à fait à notre personnage. Passons maintenant aux compagnons de ce 9e Docteur, les premiers compagnons de la nouvelle série. Nous commencerons alors avec la désormais célèbre Rose Tyler, une jeune vendeuse londonienne qui s'ennuie dans une vie répétitive et monotone, jusqu'à ce qu'elle croise la route du Docteur, en plein conflit contre la conscience Lesten. Elle sera alors fascinée par cet homme venu des étoiles, et n'hésitera pas un seul instant à abandonner cette vie de routine pour le suivre dans son TARDIS, et vivre de folles aventures. C'est la première compagne à réellement tomber amoureuse du Docteur. Avant cela, il n'y avait eu que Grace dans le téléfilm qui l'avait embrassé, mais ce n'est pas allé plus loin. C'est une compagne emblématique dans la mythologie de Doctor Who, même si je trouve qu'ils en ont un peu trop fait. Personnellement, Rose, je l'apprécie pas plus que ça. C'est un peu la fille qui se sent exceptionnelle d'avoir été acceptée dans le TARDIS alors que des dizaines de compagnons l'ont précédée. Et je n'ai pas trop aimé son comportement vis-à-vis de son petit ami Mickey, dont on va parler tout de suite. L'entourage de Rose est composé de Mickey Smith, son petit ami, et Jackie Tyler, sa mère. Mickey nous est présenté comme un jeune homme un peu paumé, simplet et pas très courageux. Tant on peut voir à travers les épisodes où il apparaît qu'il est très attaché à Rose. On a vraiment de la peine pour lui quand on voit Rose partir sans hésiter pour rejoindre le Docteur, cet homme dont elle tombera amoureuse, oubliant qu'elle a un petit ami sur Terre. Pauvre Mickey mérite bien mieux. La mère de Rose, quant à elle, est un très bon personnage comique, très souvent à côté de la plaque et s'entendant comme chien et chat avec le Docteur. Pour elle, c'est juste un taré venu de l'espace qui emmène sa fille dans les dangers et est obligé de rester seul avec Mickey sur Terre en attendant que Rose revienne. Durant l'un de leurs voyages, le Docteur et Rose rencontreront Adam Mitchell, un génie de l'informatique, qui entrera dans le TARDIS à la fin de l'épisode Dalek. Cependant, dans l'épisode suivant, Adam transgressera les règles établies par le Docteur en se faisant implanter une puce électronique futuriste
dans le but de reproduire les technologies du futur dans son présent. Pour le punir, le docteur le ramènera chez lui en détruisant toute possibilité pour lui de reproduire la technologie du futur, le laissant avec sa puce électronique dans le cerveau, qu'il sera condamné à supporter toute sa vie, faisant de lui le seul compagnon à avoir été exclu du TARDIS pour comportement inapproprié. Le prochain compagnon fait partie de mes préférés, si ce n'est mon préféré, le capitaine Jack Harkness. Il fait sa première apparition dans l'épisode de Haunted Child, et est un ancien agent du temps venu du 51e siècle, qui accompagnera alors le docteur jusqu'à la fin de la saison. C'est un personnage souriant et charismatique, possédant ses propres gadgets, pouvant vraiment faire office de docteur numéro 2, qui je trouve fait un formidable duo avec lui. Il restera aux côtés du docteur jusqu'à l'épisode The Parting of the Ways, où il se sacrifiera face à une armée de Daleks, perdant la vie pour laisser plus de temps au docteur. Cependant, il sera ramené à la vie à la fin de l'épisode, lorsque Rose fusionnera avec le cœur du TARDIS, et deviendra alors un point fixe dans le temps. Le docteur décidera alors de le laisser ici, en fuyant avec Rose à bord du TARDIS. Pour la réintroduction de la série, RTD ne va pas faire que ramener des anciens ennemis. Il va en créer de nouveaux, comme le dégoûtant Jagrafes, les terrifiants Gels, des espèces de fantômes gazeux qui possèdent les cadavres, les Reapers, des espèces de créatures attirées par les paradoxes temporels, et enfin, les zombies au masque de gaz, des monstres originaux et terrifiants signés Steven Moffat. Lors du premier épisode, RTD nous ramène la conscience Nesten et les Autons, qu'on n'avait pas vu depuis le 3e Docteur. Cette conscience faite de plastique contrôle des terribles mannequins tueurs, à première vue pas très effrayants, mais pouvant se mêler à d'autres mannequins dans les magasins, créant ainsi des scènes de tension. Le Docteur et Rose rencontrera également Lady Cassandra, qui prétend être la dernière humaine pure existante, qui a subi tellement d'opérations chirurgicales qu'elle n'est plus qu'une bande de peau avec un visage assez dégueulasse. Les aliens les plus récurrents de cette saison restent les Slizine, venus de la planète Raxacorico-Falapatorius. Ces aliens se déguisent sur Terre en prenant en possession de peau humaine et prennent la place des dirigeants de la Terre. Idée intéressante, mais leur design assez bizarre et leur manière de péter constamment n'en font pas des ennemis que j'aimerais revoir. Enfin, évidemment, on ne pouvait pas ramener Doctor Who sans ramener les Daleks, les ennemis les plus récurrents de Doctor Who, dirigés par l'Empereur Dalek, véritable dieu pour eux ayant réussi à survivre à la guerre du temps. Il a alors recréé sa race pour reprendre ses plans de conquête de l'univers et éradiquer toute race qui n'est pas la sienne. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de finir traditionnellement par les épisodes que je vous conseille, ceux qui m'ont marqué et que je recommande de regarder si vous voulez connaître le 9e Docteur. Je commencerai par l'épisode Dalek, où le Docteur se retrouve face à un Dalek survivant à la guerre du temps, lui qui les croyait tous éteints. Il se rend compte alors que le sacrifice qu'il a fait en génocidant toute sa planète n'a même pas servi à éliminer tous les Daleks. Et lors de leur retrouvaille, on peut vraiment voir à quel point la guerre a marqué le Docteur, qui se réjouit de voir le Dalek souffrir. Un très bon épisode d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas les Daleks, et on peut voir que Doctor Who n'est pas que manichéen. Dans cet épisode, le Docteur peut se montrer cruel, et le Dalek peut se montrer humain. Je ne peux pas vraiment passer à côté du double épisode The Empty Child, signé par Steven Moffat, qui est pour moi le meilleur double épisode de toute la saison. Le Docteur et Rose arrivent à Londres pendant la guerre, où tout le quartier est hanté par un mystérieux enfant au masque à gaz, répétant la même phrase en boucle. Are you my mommy? Un épisode plein de tension et de mystère, où on peut voir tous les gimmicks de Steven Moffat qu'il utilisera dans les prochaines saisons, la première apparition de Jack Harkness, et une résolution très touchante. Le premier double épisode avec les Slitheen ne m'avait pas tant marqué que ça, je ne m'en souviens que très peu, mais je me souviens beaucoup mieux de l'épisode Boomtown, où le Docteur, Rose, Mickey et Jack se retrouvent avec une survivante des Slitheen qui a réussi à fuir son exécution. Le Docteur est catégorique, il veut la rattraper et l'emmener à l'échafaud. On arrive à ressentir de la pitié pour cet extraterrestre, qui malgré le mal qu'elle a fait, parvient à nous attendrir. C'est encore une fois un épisode où on peut se rendre compte que le Docteur est beaucoup plus froid qu'à l'accoutumée, lui qui auparavant prenait la miséricorde. Enfin, nous nous retrouvons avec le double épisode final, Bad Wolf et The Parting of the Ways. La première partie Bad Wolf est excellente. Le Docteur, Jack et Rose se retrouvent piégés sur un satellite qui retransmet des émissions de télé-réalité, mais où chacune d'elles est mortelle. La deuxième partie est quant à elle un point un peu plus faible. On assiste surtout à une invasion de Daleks que les humains tentent de repousser en vain.
et le docteur qui branche des câbles pour essayer de les sauver. L'épisode reste regardable et on y assiste à un formidable Deus Ex Machina sorti d'on ne sait où, qui nous mènera alors à la régénération du 9e Docteur. Dans le dernier épisode de la nouvelle saison 1, Rose absorbera le cœur du TARDIS, devenant ainsi ce qu'on appelle le Bad Wolf. Elle acquiert ainsi une puissance divine capable de donner vie et mort à ce qu'elle touche, mais ce pouvoir a un prix, et celui qui l'absorbe finira par mourir. Le docteur décidera alors de sauver Rose en absorbant lui-même le cœur du TARDIS en lui. Lorsque Rose se réveillera avec lui dans le TARDIS, il lui fera alors ses adieux, lui disant alors que ce visage-là ne la reverrait plus, mais que lui sera toujours là, avec un nouveau visage, et se régénérera alors devant une Rose totalement ébahie, prenant alors les traits de David Tennant. C'est donc ainsi que se terminent les aventures du 9e Docteur, loin d'être le plus populaire parmi la nouvelle série, mais sans lui, il n'y aurait pas eu de retour de Doctor Who. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve la prochaine fois pour parler du 4e Docteur.